Je suis rentrée de voyage et ma maison était vide. Mon fils avait vendu tous mes meubles. « Tu vas vivre avec nous maintenant. Tu n'as plus besoin de ces vieilles choses. » Je n'ai pas voulu. Il a tari, alors reste dans la rue. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la maison où il vivait était à mon nom. J'ai appelé le serrurier et j'ai toujours cru que la famille était le port d'attache de chacun, particulièrement quand les cheveux commencent à blanchir et que les années apportent une sagesse que seul le temps peut enseigner. À 67 ans, Ursule Carvalho Santos avait construit une vie qu'elle considérait comme épanouie et bien structurée. Mon nom porte des histoires de décennies, des moments de joie et de tristesse qui ont façonné celle que je suis devenue. Pendant toutes ces années, j'ai travaillé comme institutrice, dédiant ma vie à l'éducation des enfants et aux soins de ma propre famille. La retraite est arrivée il y a 2 ans, m'apportant une liberté que je n'avais pas connue depuis ma jeunesse. Je pouvais enfin faire les choses dont j'avais toujours rêvé. Voyager, découvrir de nouveaux endroits, rendre visite à de vieilles amies dont le rythme de la vie m'avait éloigné. Ma maison, une résidence de 3 chambres dans le quartier Bordeaux, a toujours été mon refuge. Chaque meuble portait un souvenir, chaque objet racontait une histoire. Le fauteuil bleu du salon, où j'ai passé d'innombrables nuits à corriger des copies et à lire des livres. La table à manger en bois massif, héritage de ma mère, où nous avons célébré des anniversaires, des remises de diplômes et des réussites familiales. Thierry Santos, mon fils de 42 ans, a toujours été une source de fierté et d'inquiétude à la fois. Ingénieur civil accompli, marié à Béatrice Santos depuis 15 ans, père de mon unique petit-fils, Noël Santos, un adolescent intelligent de 15 ans qui a hérité de ma passion pour les livres. Pendant longtemps, notre relation était harmonieuse, basée sur le respect mutuel et l'affection sincère qu'une mère ressent pour son fils. Ces derniers mois, cependant, j'ai commencé à remarquer des changements dans le comportement de Thierry. Il est devenu plus contrôlant, plus présent dans des affaires qu'il considérait auparavant comme exclusivement miennes. Il a commencé à questionner mes décisions, des plus simples, comme le choix du supermarché où je faisais mes courses, aux plus complexes, comme mes projets de voyage et mes investissements financiers. « Maman, tu ne crois pas que tu exagères avec ces voyages ?» me demandait Thierry pendant nos conversations dominicales. « À ton âge, il serait plus prudent de rester près de la famille, tu ne crois pas ?» Je répondais toujours avec patience, expliquant que je me sentais parfaitement capable de prendre soin de moi-même, que ma santé était excellente et que ces voyages étaient un rêve que je pouvais enfin réaliser. Béatrice, ma belle-fille, restait généralement silencieuse pendant ces discussions, mais je percevais dans ses yeux une approbation des préoccupations de son mari. La situation s'est intensifiée quand j'ai annoncé mon intention de faire un voyage plus long, visitant des villes historiques de l'intérieur du Minas Gerais. Ce serait une excursion de 3 semaines, accompagnée d'un groupe de personnes de mon âge, toutes intéressées par la découverte du patrimoine culturel brésilien. Thierry n'a pas bien accueilli la nouvelle. « 3 semaines, c'est trop long, maman, » protesta-t-il, marchant nerveusement dans mon salon. « Et s'il t'arrive quelque chose? Et si tu te perds? Et si tu tombes malade loin de la maison ?» J'observais mon fils avec un mélange de compréhension et d'irritation. Je comprenais son inquiétude, mais je sentais aussi qu'il sous-estimait ma capacité à prendre des décisions concernant ma propre vie. J'avais élevé un fils indépendant et accompli, et maintenant il semblait vouloir me traiter comme une enfant incapable. « Thierry, je t'ai élevé seul après la mort de ton père, » lui ai-je rappelé fermement. « J'ai travaillé pendant 40 ans, j'ai géré cette maison, j'ai pris soin de notre famille. Je ne vais pas arrêter de vivre maintenant. » La discussion s'est terminée sans résolution claire, mais j'ai maintenu ma décision. J'ai fait mes valises, organisé la maison et je suis parti pour mon voyage de rêve. Pendant ces 3 semaines dans le Minas Gerais, je me suis sentie plus vivante que jamais. J'ai rencontré des gens intéressants, visité des musées fascinants, marché sur des rues pavées qui gardaient des siècles d'histoire. Chaque jour apportait de nouvelles découvertes, des expériences qui enrichissaient mon âme et me faisaient sentir jeune à nouveau.
La technologie m'a permis de maintenir le contact avec ma famille pendant le voyage. Thierry appelait régulièrement, s'enquérant toujours de ma santé et de ma sécurité. Béatrice envoyait des messages affectueux et Noël partageait avec moi ses aventures scolaires à travers des vidéos amusantes. Je me sentais aimée et connectée à ma famille, même en étant loin. Pendant la 2e semaine du voyage, Thierry a suggéré quelque chose qui m'a intriguée. « Maman, Béatrice et moi avons discuté, dit-il lors d'un de nos appels. Que dirais-tu de venir vivre avec nous à ton retour? Notre maison est grande. Il y a une chambre parfaite pour toi. Et ainsi nous pourrions mieux prendre soin de toi. » La proposition m'a prise au dépourvu. Je n'avais jamais envisagé de quitter ma maison, mon espace, mon indépendance. « Merci pour l'invitation, Thierry, mais je suis très bien chez moi, » ai-je répondu diplomatiquement. « Peut-être plus tard, quand j'aurai vraiment besoin d'aide. » Il a insisté plusieurs fois les jours suivants, mais j'ai maintenu ma position. Ma maison représentait bien plus qu'un simple lieu de résidence. C'était mon histoire, mon identité, mon refuge. Je n'étais pas prête à y renoncer. La dernière semaine du voyage fut particulièrement spéciale. Nous avons visité Ouro Preto, une ville que j'avais toujours rêvé de connaître. Les églises baroques, les ruelles pavées, l'architecture coloniale m'ont transporté dans une autre époque. J'ai parcouru ces rues en me sentant partie intégrante de l'histoire du Brésil, connectée aux générations qui m'ont précédée. La veille du retour, j'ai appelé Thierry pour confirmer les détails de mon arrivée. Il semblait anxieux, parlant rapidement des préparatifs pour m'accueillir. « Vous allez adorer les changements que nous avons faits », a-t-il dit d'un ton que je n'ai pas réussi à déchiffrer complètement. « Tout ira mieux maintenant. » Je n'ai pas exactement compris ce qu'il voulait dire, mais j'étais tellement excitée à l'idée de rentrer chez moi que je ne me suis pas trop inquiétée de ses paroles. Je voulais revoir mon fauteuil préféré, dormir dans mon propre lit, préparer un café dans ma cuisine familière. Le voyage avait été merveilleux, mais le cœur d'une femme de mon âge bat toujours plus fort pour son foyer. Le car qui m'a ramené en ville est arrivé en fin d'après-midi d'un vendredi ensoleillé. Thierry m'attendait à la gare routière, souriant d'une façon qui me semblait un peu forcée. Il m'a aidé avec mes bagages et pendant le trajet vers la maison, il a parlé sans cesse de sujets triviaux, évitant toute mention des changements dont il avait parlé au téléphone. Quand nous sommes arrivés dans ma rue, tout semblait normal. Les maisons des voisins, le jardin que je connaissais depuis des décennies, le trottoir où j'avais tant de fois marché. Mon cœur s'est réchauffé avec la sensation familière d'être de retour sur mon territoire, dans mon monde connu et chéri. Thierry a ouvert la porte de ma maison avec sa propre clé, un geste qui m'avait semblé étrange sur le moment, mais qui prenait maintenant un sens beaucoup plus sinistre. Je suis entrée en portant mon bagage à main, impatiente de poser les pieds sur le sol familier de mon foyer, de respirer l'odeur connue de mes meubles, de ressentir à nouveau la sensation réconfortante d'être dans mon propre territoire. Ce que j'ai trouvé m'a laissé complètement sans voix. Mon salon, qui abritait il y a 3 semaines mon fauteuil bleu préféré, la table basse où je posais mon petit déjeuner en lisant le journal, le canapé où je passais mes après-midi à regarder les feuilles de thon, tout avait simplement disparu. La pièce était vide avec seulement les marques au sol indiquant où les meubles se trouvaient auparavant. « Mon Dieu, Thierry !» me suis-je exclamé en laissant tomber mon sac sur le sol nu. « Où sont mes meubles? Avons-nous été cambriolés ?» Il a fermé la porte derrière nous avec un calme qui m'a effrayé plus que n'importe quel signe de nervosité. Ses yeux ont évité les miens quand il a répondu d'une voix maîtrisée que je ne reconnaissais pas. « Nous n'avons pas été cambriolés, maman. J'ai tout vendu. » Ces mots ont résonné dans la pièce vide comme un coup de feu. J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai cherché appui sur le mur le plus proche. « Tu as vendu? Comment ça, tu as vendu? Mes meubles? » « Vous allez habiter avec nous maintenant, » a dit Thierry en croisant les bras dans une posture défensive. « Vous n'avez pas besoin de ces vieilles choses. Nos meubles sont bien meilleurs, plus modernes. Vous vous adapterez parfaitement. » J'ai parcouru la pièce vide, observant les espaces où toute ma vie avait été organisée quelques semaines auparavant.
la table à manger en bois massif dont j'avais hérité de ma mère, les chaises où nous avions célébré tant d'anniversaires, le buffet où je gardais la vaisselle spéciale pour les occasions importantes, tout avait été enlevé sans ma connaissance ni mon consentement. Thierry Santos, ai-je dit en utilisant son nom complet, comme je le faisais quand il était enfant et qu'il avait fait une grosse bêtise. Tu n'avais pas le droit de vendre mes affaires. Ces choses n'étaient pas que des meubles, c'était mon histoire, mes souvenirs. Il a soupiré avec impatience, comme si j'étais inutilement dramatique. Maman, soyons pratiques, vous avez 67 ans, ça n'a pas de sens de garder deux maisons. Béatrice et moi avons déjà préparé une belle chambre pour vous, avec tout ce dont vous avez besoin. J'ai monté les escaliers rapidement, mon cœur battant la chamade tandis que je redoutais de découvrir ce qui d'autre avait été retiré de ma maison. Ma chambre, qui aurait dû être mon sanctuaire personnel, était également dévastée. Mon lit où j'avais dormi pendant 20 ans, l'armoire où je rangeais mes vêtements, la commode où je gardais les photographies et les objets sentimentaux, tout avait disparu. « Tu as même vendu mon lit ?» ai-je crié en descendant à nouveau les escaliers, ma voix résonnant contre les murs nus. « Où pensais-tu que je dormirais ce soir ?» Santos est resté impassible face à mon désespoir. « Chez nous, maman, là où vous auriez dû accepter de rester depuis le début. » Béatrice a tout préparé avec beaucoup d'attention. Je me suis appuyée sur la rampe d'escalier, essayant d'assimiler l'ampleur de la trahison que mon propre fils avait commise. Pendant mon absence, il avait systématiquement effacé chaque trace de ma vie indépendante, me forçant dans une situation où je n'aurais pas d'autre choix que d'accepter sa proposition. « Thierry, je ne vivrai pas avec vous », ai-je déclaré avec toute la fermeté que je pouvais rassembler. « C'est ma maison, ma vie, mon choix. Tu vas devoir tout racheter. » Il a ri. C'était un rire froid, calculé, qui m'a fait réaliser que j'étais face à un étranger qui portait par hasard le visage de mon fils. Racheter? Avec quel argent, maman? Vous pensez que j'ai gardé l'argent de la vente? Tout a déjà été investi dans l'amélioration de notre maison, dans la chambre que nous avons préparée pour vous. Alors vous dormez dans la rue? A-t-il continué avec un mépris qui m'a coupé comme une lame acérée. Parce que je ne dépenserai pas un centime pour défaire ce qui est fait. Vous pouvez être aussi têtu que vous voulez, mais c'est la réalité. Soit vous venez vivre avec nous, soit vous vous débrouillez seul. À ce moment-là, en observant mon fils rire de ma situation désespérée, un souvenir très précis m'a traversé l'esprit. Il y a 15 ans, quand Thierry s'est marié avec Béatrice, ils avaient des difficultés financières pour acheter leur première maison. J'avais offert mon aide, mais pas seulement de l'argent. J'avais pris une décision qui semblait alors généreuse et pratique. J'avais acheté la maison à mon nom et leur avais permis d'y vivre en ne payant que les charges courantes. Pendant toutes ces années, Thierry croyait que la maison où il vivait avec sa famille était sa propriété. Il n'avait jamais questionné les détails légaux, jamais demandé à voir l'acte de propriété, simplement supposé que je lui avais transféré la propriété après quelques années. Je n'avais jamais corrigé cette impression, car je n'en voyais pas la nécessité, et franchement, j'appréciais la sécurité que cette propriété représentait pour mon avenir. « Thierry », ai-je dit calmement, ma voix prenant une assurance qui m'a surprise moi-même, « tu as commis une très grave erreur. » Il a cessé de rire et m'a regardé avec curiosité. « Quelle erreur, maman? J'ai résolu un problème. Vous ne pouvez plus vous occuper correctement de vous-même. » J'ai marché jusqu'à mon sac et pris mon téléphone portable. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'une colère contenue qui grandissait en moi comme un orage. L'erreur était de présumer que tu avais le droit de prendre des décisions sur ma vie. Il a croisé les bras à nouveau, visiblement irrité par ma résistance. « Et qu'est-ce que vous comptez faire exactement? Dormir par terre? Manger quoi? Vous n'avez plus rien ici. » J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur, un service que j'avais utilisé quelques fois au fil des ans quand j'avais besoin de changer les serrures ou de résoudre des problèmes de sécurité. Le téléphone n'a sonné que 2 fois avant que quelqu'un ne réponde. « Bonjour, c'est bien serrurier Santos ?» ai-je demandé en gardant mes yeux fixés sur le visage de plus en plus confus de mon fils.
J'ai besoin d'un service urgent. Je veux changer toutes les serrures d'une maison aujourd'hui même. » Thierry a froncé les sourcils, ne comprenant visiblement pas où je voulais en venir avec cet appel. Il n'avait pas encore fait le lien, n'avait pas encore réalisé le piège dans lequel il s'était mis par sa cupidité et son arrogance. « Oui, j'ai les anciennes clés avec moi, » ai-je continué au téléphone. « Je veux changer la serrure de la porte d'entrée, de la porte arrière et du portail. C'est pour la rue des Acacias, numéro 342. » C'est à ce moment que j'ai vu la première étincelle d'inquiétude dans les yeux de Thierry. Cette adresse lui était familière, très familière. C'était l'adresse de la maison où il vivait depuis 15 ans, la maison qu'il considérait comme sa propriété, le foyer où il élevait mon petit-fils et où il avait construit sa vie d'adulte. « Maman, » a-t-il dit lentement, sa voix perdant une partie de son arrogance précédente, « c'est l'adresse de ma maison. » J'ai souri pour la première fois depuis que j'étais entré dans ma maison vide. C'était un sourire qui portait 15 ans de planification inconsciente, 15 ans d'une décision que j'avais prise en pensant protéger ma famille et qui se révélait maintenant être mon salut. « Non, Thierry, » ai-je répondu en couvrant le téléphone un moment. « C'est l'adresse de ma maison. La maison que j'ai achetée, qui est à mon nom sur l'acte de propriété, où tu vis par ma générosité depuis toutes ces années. » Son visage a perdu toute couleur. Ses mains ont commencé à trembler légèrement tandis que la réalité de la situation commençait à se dessiner dans son esprit. Pendant 15 ans, il avait prétendu être le propriétaire d'une maison qui m'appartenait légalement. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Je reportai mon attention sur le téléphone. « C'est possible aujourd'hui ? Parfait, je serai là dans 1 heure. » Je raccrochai et restai immobile, observant mon fils digérer lentement la bombe qui venait d'exploser dans sa vie soigneusement construite. Thierry était figé, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton « pause » de son existence. Ses yeux parcouraient ma pièce vide, mais je savais que son esprit était à des kilomètres dans la maison de la rue des Acacias, où Béatrice préparait probablement le dîner, sans se douter que dans quelques heures, elle ne pourrait plus entrer dans sa propre résidence. « Maman, » dit-il finalement, sa voix n'étant qu'un murmure rauque, « tu ne peux pas être sérieuse. Cette maison est la mienne depuis 15 ans. » Je marchais jusqu'à la fenêtre du salon, où se trouvait autrefois mon fauteuil bleu, et posais mes mains sur le rebord. Dehors, la vie suivait son cours normal. Madame Carmen arrosait ses plantes dans le jardin, Monsieur Henri lavait sa voiture dans le garage, des enfants jouaient sur le trottoir. Tout était exactement comme il devait être, sauf que ma propre maison avait été pillée par mon propre sang. « Thierry Santos, » répondis-je sans me retourner, « pendant toutes ces années, tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu n'as jamais eu à signer de papiers de financement? Tu n'as jamais trouvé étrange que j'ai géré toute la paperasse de l'achat seul? Tu ne t'es jamais interrogé sur le fait que toutes les taxes foncières arrivaient à mon nom? » J'entendis ses pas s'approcher derrière moi, hésitant et lourd. « Je pensais que tu avais transféré la maison à mon nom après quelques années. Tu n'as jamais dit le contraire. » Je me retournai pour le regarder pour la première fois depuis que j'avais appelé le serrurier. Son visage était pâle, de petites gouttes de sueur se formant sur son front malgré la douceur de l'après-midi. C'était étrange de voir mon fils, qui s'était toujours comporté avec tant d'arrogance et de certitude, réduit à un homme effrayé qui commençait à comprendre l'ampleur de son erreur. « Je n'ai jamais rien dit parce que je n'en voyais pas la nécessité, » expliquai-je calmement. « Vous y viviez heureux, vous payiez les charges de base, vous entreteniez la propriété. Pourquoi aurais-je créé des problèmes inutiles? Mais maintenant, tu m'as forcé à utiliser la seule carte que j'ai en main. » Thierry passa ses mains dans ses cheveux, un geste nerveux que je reconnaissais depuis son enfance. Mais maman, Béatrice et moi avons investi tellement d'argent dans cette maison au fil des ans. Nous avons rénové la cuisine, changé le sol, repeint, acheté des meubles. Et je n'ai jamais demandé de loyer, interrompis-je fermement. Je n'ai jamais demandé un centime au-delà des charges de base. Vous avez vécu pratiquement gratuitement pendant 15 ans. Considérez ces rénovations comme le loyer que vous auriez dû payer. Il commença à faire les 100 pas dans la pièce vide.
cherchant visiblement une issue à la situation impossible dans laquelle il s'était mis. « Maman, sois raisonnable. Où allons-nous habiter? Noël est en pleine année scolaire, il ne peut pas changer d'école maintenant. Béatrice travaille près de là, ce serait un énorme bouleversement pour elle. »« Tu aurais dû y penser avant de vendre mes meubles, » répondis-je sèchement. « Tu aurais dû penser aux conséquences avant d'essayer de me forcer à abandonner mon indépendance. »« Mais j'ai fait ça pour ton bien, » s'exclama-t-il, sa voix prenant un ton désespéré. « Tu n'arrives plus à prendre soin de toi correctement. Tu oublies de prendre tes médicaments, tu laisses la cuisinière allumée, tu trébuches dans les escaliers. » Je marchais jusqu'à lui et le regardais droit dans les yeux. « Thierry, j'ai 67 ans, pas 97. Je suis parfaitement capable de gérer ma propre vie. Et même si je ne l'étais pas, la décision de où et comment vivre serait la mienne, pas la tienne. » Il soupira profondément et s'assit par terre, appuyant son dos contre le mur où se trouvait autrefois mon canapé. Pendant un instant, il ressembla de nouveau au garçon que j'avais élevé, vulnérable et perdu face à un problème qui semblait plus grand que sa capacité à le résoudre. « Maman, que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-il d'une voix vaincue. « Dis-moi ce que je dois faire pour résoudre cette situation. » Je le regardais assis sur le sol de mon salon vide et ressentis une pointe de ce qui aurait pu être de la pitié, mais qui fut rapidement remplacée par le souvenir de son rire cruel quand il avait dit que je pourrais finir à la rue. « Je veux mes meubles de retour, Thierry, tous. »« Mais je t'ai déjà dit que l'argent a été investi dans la maison, » protesta-t-il. « Je ne peux pas tout racheter. »« Alors tu devras trouver un moyen, » répondis-je inflexiblement. « Tu devras désinvestir, emprunter, vendre d'autres choses, peu m'importe comment, mais je veux ma maison exactement comme elle était avant mon voyage. » Thierry se leva lentement, ses jambes semblant avoir du mal à le soutenir. « Et si j'arrive à le faire? Si je ramène tous les meubles, tu renonceras à changer les serrures de notre maison? » Sa question révélait qu'il n'avait pas encore pleinement compris la situation. Il pensait encore en termes de négociation, croyait encore pouvoir contrôler l'issue de cette conversation. « La maison n'est pas la tienne, Thierry, » dis-je lentement, comme si j'expliquais quelque chose de très simple à un petit enfant. « C'est la mienne, et elle continuera de l'être, quoi que tu fasses avec mes meubles. La différence, c'est que si tu ramènes mes affaires, je peux envisager de vous permettre d'y rester. »« Envisager ?» répéta-t-il, sa voix montant d'une octave. « Maman, c'est notre maison depuis 15 ans. Noël y a grandi, c'est le seul foyer qu'il connaît. »« Et ceci c'est ma maison depuis 20 ans, répondis-je en désignant les murs vides autour de nous. C'était le seul foyer que je connaissais, jusqu'à ce que tu décides de le détruire pendant mon absence. » À ce moment-là, mon téléphone sonna. C'était le serrurier confirmant qu'il était en route pour la rue des Acacias. Je répondis devant Thierry, m'assurant qu'il entende chaque mot de la conversation. « Parfait, j'y serai dans 20 minutes, » dis-je au téléphone. « Oui, je veux 3 jeux de nouvelles clés. Non, pas besoin de garder les anciennes serrures. » Quand j'ai raccroché, Thierry me regardait avec une expression de panique sincère. « Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Béatrice va devenir folle quand elle rentrera et ne pourra pas entrer. Et Noël, il n'a rien à voir avec cette situation. » Pour la première fois depuis que j'avais découvert ma maison vide, j'ai ressenti une légère hésitation. Noël était mon petit-fils, un garçon doux et intelligent qui n'était vraiment pas responsable des erreurs de son père. Mais je me suis alors souvenu de la froideur avec laquelle Thierry avait ri de la possibilité que je me retrouve à la rue et ma résolution s'est renforcée. « Noël est le bienvenu chez moi quand il le souhaite, » dis-je fermement. « Mais toi et Béatrice devez apprendre que les actions ont des conséquences. »« Maman, sois raisonnable, » supplia-t-il, sa contenance s'effondrant. « Finalement complètement. Où allons-nous dormir ce soir? Nous n'avons nulle part où aller. »« Tu aurais dû y penser avant, » répondis-je en prenant mon sac et me dirigeant vers la porte. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai une serrure à changer. » J'ai ouvert la porte et je suis sortie, laissant Thierry seul dans ma maison vide. Pendant que je marchais vers l'arrêt de bus, j'ai entendu ses pas courir derrière moi sur le trottoir. « Maman, attends !» cria-t-il.
On peut en parler. On peut trouver une solution qui marche pour tout le monde. Je me suis arrêtée et me suis retournée pour le regarder une dernière fois. Thierry, pendant 42 ans, je t'ai aimé inconditionnellement. Je t'ai soutenu, protégé, j'ai sacrifié mes propres désirs pour ton bien-être. Et quand tu as eu l'occasion de me rendre cet amour, quand j'ai eu besoin de ta compréhension et de ton respect, tu as choisi de me traiter comme une nuisance. Ses larmes commençaient à couler sur son visage, mais je n'ai pas ressenti la compassion maternelle qui normalement m'aurait envahi face à la souffrance de mon fils. Maintenant, tu vas apprendre ce que signifie perdre tout ce que tu considères comme tien. Le bus est arrivé à ce moment-là, comme si l'univers conspirait pour donner du dramatique à mon départ. J'ai monté les marches sans regarder en arrière, même en entendant Thierry m'appeler désespérément de l'extérieur. Pendant que le bus s'éloignait, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu mon fils debout sur le trottoir, seul et vaincu. Une petite partie de moi avait pitié, mais une bien plus grande partie ressentait de la satisfaction. Finalement, après des décennies à être la mère compréhensive et dévouée, j'avais choisi de me battre pour moi-même. Le trajet jusqu'à la rue des Acacias n'a duré que 15 minutes, mais semblait une éternité. Mon esprit bouillonnait de pensées sur la façon dont Béatrice réagirait en découvrant qu'elle ne pouvait plus entrer dans la maison, comment Noël se sentirait en apprenant qu'il devrait quitter sa chambre, ses affaires, ses amis du quartier. Mais alors je me souvenais du rire cruel de Thierry, de la façon dont il avait écarté des décennies de souvenirs en appelant mes meubles de vieilles choses, et ma détermination se renouvelait. Quand je suis descendue du bus dans la rue des Acacias, ma respiration était plus rapide que la normale. Ce n'était pas l'effort physique de la marche qui m'affectait, mais l'anticipation de ce que j'étais sur le point de faire. Pendant tout le trajet, j'avais imaginé ce moment des dizaines de fois, visualisant chaque détail de l'exécution de mon plan. La maison où Thierry et sa famille vivaient depuis 15 ans se trouvait au milieu du pâté de maison. Une construction de plein pied, peinte en beige avec des détails marrons, que j'avais moi-même choisi des années auparavant. Le jardin de devant était bien entretenu, avec les rosiers que Béatrice avait plantés fleurissant en tons vibrants de rouge et de rose. C'était ironique de voir cette propriété sembler plus accueillante et mieux entretenue que ma propre maison ne l'était devenue après le pillage orchestré par mon fils. En attendant l'arrivée du serrurier, je marchais lentement sur le trottoir, observant les détails du voisinage que je connaissais si bien. Madame Hortense était assise sur la véranda de la maison d'à côté, comme elle le faisait toujours en fin d'après-midi, tricotant ce qui semblait être un petit gilet pour enfants. Elle m'a fait un signe de la main avec un sourire bienveillant, ne se doutant pas du drame qui allait se dérouler juste à côté de chez elle. « Bonjour, Ursule, dit-elle, se levant de son rocking-chair. « Cela fait si longtemps que je ne vous ai pas vu par ici. Comment s'est passé votre voyage ?» Je me suis approchée de la petite clôture qui séparait nos propriétés et j'ai forcé un sourire cordial. Le voyage était merveilleux, Madame Hortense. J'ai découvert de beaux endroits, rencontré des gens intéressants. Mais vous savez ce que c'est, rien ne vaut le retour chez soi. Bien sûr, acquiesça-t-elle, sans percevoir l'amère ironie dans mes paroles. Et comment vont Thierry et Béatrice? Cela fait longtemps que je n'ai pas vraiment discuté avec eux. J'ai hésité un moment, réfléchissant à ce que je devais révéler. Ils vont bien, merci de demander. En fait, je suis ici pour régler quelques questions familiales importantes. Avant que Madame Hortense ne puisse poser plus de questions, une voiture blanche s'est garée devant la maison et un homme d'âge mûr en est descendu portant une boîte à outils. C'était le serrurier que j'avais contacté, ponctuel comme promis. « Vous êtes Ursule Santos ?» demanda-t-il en s'approchant d'un pas décidé. « C'est moi », ai-je répondu en me dirigeant vers la porte d'entrée. « Merci d'être venu si rapidement. » Madame Hortense nous observait avec une curiosité grandissante, essayant visiblement de comprendre ce qui se passait. J'ai décidé qu'il valait mieux donner une explication avant qu'elle ne commence à poser des questions plus directes. Je fais changer les serrures pour des raisons de sécurité, ai-je expliqué naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Vous savez ce que c'est, on ne sait jamais,
qui peut avoir des copies des anciennes clés. Le serrurier examina la serrure de la porte principale d'un œil expert. Celle-ci est un modèle plus ancien, mais de bonne qualité. Ça prendra environ 20 minutes pour la changer complètement. Parfait, ai-je répondu en le regardant commencer son travail. J'aurai besoin de 3 jeux de nouvelles clés, s'il vous plaît. Pendant qu'il travaillait, mon esprit ne pouvait s'empêcher d'imaginer quelle serait la réaction de Béatrice quand elle rentrerait du travail et découvrirait qu'elle ne pouvait plus entrer dans la maison. Elle rentrait toujours vers 6 heures du soir, ce qui me donnait environ 1 heure et demie avant la première confrontation. « Madame Ursule !» appela Madame Hortense depuis sa véranda. « Puis-je vous demander où sont Thierry et Béatrice? Je ne veux pas être indiscrète, mais je trouve étrange que vous changiez les serrures et toute seule. » La question m'a prise au dépourvu, mais j'ai rapidement formulé une réponse qui n'était pas complètement mensongère. Ils sont sortis régler quelques affaires. J'en ai profité pour m'occuper de cette question de sécurité pendant leur absence. Elle sembla accepter l'explication, mais continua à nous observer avec intérêt. C'était naturel qu'elle soit curieuse. Après tout, en 15 ans de voisinage, elle ne m'avait jamais vue faire seule un quelconque entretien de la maison. Le serrurier travaillait avec une efficacité impressionnante, ses mains expertes retirant l'ancienne serrure et installant la nouvelle avec des mouvements précis et assurés. « Cette nouvelle serrure est bien plus sûre que la précédente, » commenta-t-il en ajustant les mécanismes internes. « Elle est équipée d'un système anti-crochettage et d'un cylindre renforcé. »« Excellent, » ai-je répondu, ressentant une étrange satisfaction à chaque progrès vers mon objectif. « Combien de temps reste-t-il pour terminer ?»« Une dizaine de minutes, » répondit-il en testant l'ajustement de la nouvelle clé. « Voulez-vous que je change aussi la serrure de la porte arrière ?» La question m'a fait me souvenir qu'il y avait une deuxième entrée dans la maison, quelque chose que je n'avais pas initialement considéré. « Oui, s'il vous plaît, il est important que toutes les entrées aient de nouvelles serrures. » Nous nous sommes dirigés vers l'arrière de la propriété, où se trouvait une porte plus petite qui donnait directement accès à la cuisine. C'était par cette porte que Béatrice entrait généralement en rentrant du travail, car elle était plus proche du garage où elle garait sa voiture. Pendant que le serrurier travaillait sur la deuxième serrure, j'en ai profité pour observer le jardin que je connaissais si bien. La petite piscine que Thierry avait fait installer 3 ans auparavant était encore en bon état, entourée des chaises longues que j'avais moi-même achetées comme cadeau d'anniversaire pour lui. Le barbecue que nous avions construit ensemble occupait un coin ombragé, et je pouvais voir qu'il avait été utilisé récemment, probablement le week-end dernier. « Voilà », annonça le serrurier, testant la nouvelle serrure arrière. « Maintenant, je dois vous remettre les clés et vous expliquer comment fonctionnent les nouveaux systèmes. » Nous sommes retournés devant la maison, où il m'a remis 3 jeux de clés neuves, chacun soigneusement étiqueté. Voici les clés de la porte d'entrée, et celles-ci sont pour la porte de derrière. Elles fonctionnent toutes normalement, mais rappelez-vous que les anciennes serrures ne servent plus à rien. J'ai payé le service en espèces et les remercié pour sa rapidité et son efficacité. Quand le serrurier est parti, je suis resté seul devant la maison, tenant les nouvelles clés dans mes mains comme s'il s'agissait de pierres précieuses. « Ursule !» appela Madame Hortense à nouveau. « Vous n'entrez pas? Il se fait tard. » Je l'ai regardé et lui ai souri avec une tranquillité que je ne ressentais pas totalement. « Si je vais entrer, merci de votre inquiétude. » J'ai utilisé l'une des nouvelles clés pour ouvrir la porte principale et suis entré dans la maison qui était techniquement la mienne, mais que je n'avais pas visitée depuis plusieurs mois. L'intérieur était exactement comme dans mes souvenirs, meublé avec des pièces que Thierry et Béatrice avaient achetées au fil des années, décorées avec des photos de famille, propres et ordonnées. J'ai traversé le salon, observant chaque détail comme si c'était la première fois. Le canapé en cuir marron où Thierry avait l'habitude de regarder la télévision, la bibliothèque que Béatrice avait assemblée avec tant d'amour, le tapis persan qu'ils avaient acheté lors d'un voyage à São Paulo. Tout semblait normal et accueillant, sauf que maintenant j'étais la seule personne au monde à posséder les clés pour y entrer.
Je me suis assise sur le canapé et j'ai pris mon téléphone portable. J'avais manqué plusieurs appels de Thierry ainsi qu'une série de messages de plus en plus désespérés. Le premier disait simplement « Maman, on peut parler », mais le dernier était bien plus dramatique. « S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Béatrice va rentrer dans 1 heure et ne comprendra rien. » J'ai décidé de ne pas répondre au message. Thierry devait apprendre que ses actions avaient des conséquences réelles et que je n'étais plus la mère complaisante qui cédait toujours à ses manipulations émotionnelles. Je me suis levée et me suis dirigée vers la cuisine où j'ai ouvert le réfrigérateur et trouvé une bouteille d'eau fraîche. Pendant que je buvais, j'ai honnêtement observé à travers la fenêtre de la cuisine l'animation dans la rue. Des enfants jouaient sur le trottoir, des voisins rentraient du travail. La vie suivait son cours normal pendant que j'exécutais ma vengeance silencieuse. L'horloge murale indiquait 5h40. Dans environ 20 minutes, Béatrice rentrerait du travail et découvrirait qu'elle ne pouvait plus entrer dans la maison. Ensuite, elle appellerait Thierry, qui était probablement déjà en route pour essayer de résoudre la situation. Et alors, enfin, tous deux comprendraient qu'ils avaient gravement sous-estimé la femme qu'ils pensaient pouvoir manipuler et contrôler. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai attendu, ressentant un étrange mélange d'anxiété et de satisfaction. Pendant des décennies, j'avais été celle qui résolvait les problèmes de tous, qui cédait pour maintenir la paix, qui sacrifiait ses propres désirs pour le bien-être de la famille. Mais à ce moment-là, pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision purement pour moi-même, défendant ma dignité et mes droits, avec une détermination que je n'avais jamais montrée auparavant. Les nouvelles clés étaient posées sur la table devant moi, symbolisant non seulement mon contrôle sur cette propriété, mais aussi sur ma propre vie. Finalement, après des années à être traitée comme une figure secondaire dans les décisions qui affectaient mon avenir, j'avais repris le contrôle de la situation. À 6 heures précises, j'ai entendu le bruit familier du moteur de la voiture de Béatrice qui se garait dans l'allée. Mon cœur s'est légèrement accéléré, non pas de nervosité, mais d'une anticipation presque plaisante. Pendant tant d'années, j'avais été celle qui recevait les mauvaises surprises de la vie. Maintenant, pour la première fois, j'étais celle qui préparait une surprise pour les autres. Je suis restée assise à la table de la cuisine, observant par la fenêtre tandis que ma belle-fille descendait de voiture, portant son sac de travail et quelques sacs de courses. Elle semblait fatiguée, comme toujours après une longue journée au cabinet comptable où elle travaillait. Ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon décoiffé et elle portait le même tailleur bleu marine que j'avais vu plusieurs fois. Béatrice a marché vers la porte de derrière, comme elle le faisait toujours, cherchant ses clés dans son sac tout en approchant. J'ai observé le moment exact où elle a inséré l'ancienne clé dans la serrure et essayé de la tourner. L'expression de confusion qui s'est répandue sur son visage était presque comique. Elle a essayé à nouveau, forçant un peu plus, puis a retiré la clé et l'a examinée, comme si le problème pouvait venir d'elle. « C'est bizarre », a-t-elle murmuré pour elle-même, essayant une 3e fois, sans succès. J'ai décidé qu'il était temps de me révéler. Je me suis levée de la table et me suis dirigée vers la porte de derrière, la déverrouillant avec l'une des nouvelles clés. Quand j'ai ouvert, Béatrice examinait la serrure avec une expression de plus en plus perplexe. « Bonjour, Béatrice », dis-je calmement, comme si ma présence ici était la chose la plus naturelle du monde. Elle recula d'un pas, visiblement surprise. « Ursule, que fais-tu ici? Et pourquoi ma clé ne fonctionne pas? »« Entre, je t'en prie, » répondis-je en ouvrant grand la porte pour la laisser passer. « Nous avons beaucoup à nous dire. » Béatrice hésita un instant, regardant alternativement la clé inutile dans sa main et moi. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Thierry m'a appelé il y a 1 heure en disant que tu étais très en colère pour quelque chose, mais il n'a pas vraiment expliqué pourquoi. Je suis sûre qu'il ne l'a pas fait, répondis-je en fermant la porte derrière elle. Ton mari a une tendance intéressante à omettre les détails importants quand ils ne jouent pas en sa faveur. Elle posa ses sacs sur le comptoir de la cuisine et se retourna pour me faire face. « Ursule, tu me fais peur.
Pourquoi as-tu changé nos serrures? C'est notre maison. » Son affirmation provoqua en moi un mélange d'indignation et presque d'amusement. « Notre maison ?» répétai-je, laissant les mots flotter un instant dans l'air. « Béatrice, ma chérie, je crois que toi et mon fils avez oublié un détail très important concernant cette propriété. »« De quoi parles-tu » demanda-t-elle en croisant les bras dans une posture défensive. Je me dirigeai vers la table de la cuisine et pris mon sac, d'où je sortis un dossier avec des documents que j'avais apportés spécifiquement pour ce moment. Je parle de qui est réellement propriétaire de cette maison, expliquai-je en ouvrant le dossier et en sortant l'acte de propriété. Le visage de Béatrice pâlit visiblement quand elle vit le document officiel. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle en prenant l'acte et en l'examinant avec des yeux de plus en plus écarquillés. « C'est plus que possible », confirmai-je tranquillement. « Cette maison a été achetée par moi il y a 18 ans, quand Thierry traversait des difficultés financières et avait besoin d'un endroit où vivre avec toi et le bébé qui allait arriver. J'ai payé la compte, financé le reste et gardé tout à mon nom pour des raisons pratiques de crédit. » Béatrice continuait à lire le document, son expression passant progressivement de la confusion à ce qui semblait être de la panique. « Mais nous vivons ici depuis 15 ans, protesta-t-elle. Nous avons fait des rénovations, acheté des meubles, élevé notre fils ici. Et je ne vous ai jamais empêché de vivre ici comme si c'était votre maison, répondis-je en m'asseyant de nouveau à table. Pendant toutes ces années, je n'ai jamais mentionné que la maison était à mon nom. Je n'ai jamais demandé de loyer, jamais interféré dans vos décisions concernant la décoration ou les rénovations. Je vous ai permis de vous sentir chez vous parce que je croyais que nous étions une famille. »« Mais nous sommes une famille !» s'exclama Béatrice, sa voix montant d'une octave. « Tu es la mère de Thierry, la grand-mère de Noël. Bien sûr que nous sommes une famille. »« Famille », répétai-je pensivement. C'est intéressant comme ce mot peut avoir des significations si différentes selon les personnes. Pour moi, famille signifie soutien mutuel, respect, souci du bien-être de tous les membres. Pour vous, apparemment, famille signifie que je dois accepter n'importe quel traitement que vous décidez de m'infliger. Béatrice posa l'acte sur le comptoir et s'approcha de moi avec une expression qui se voulait conciliante. « Ursule, je sais que Thierry a peut-être été un peu brutal aujourd'hui, mais tu dois comprendre sa situation. Il s'inquiète de te voir vivre seule dans cette grande maison. Nous pensons vraiment qu'il serait préférable que tu viennes vivre avec nous. »« Un peu brutal ?» répétai-je, sentant ma voix devenir plus froide. « Béatrice, ton mari a vendu tous mes meubles sans ma permission. Tous. Le lit où je dors depuis 20 ans, la table où ma mère prenait son café, les fauteuils que j'ai achetés quand j'ai pris ma retraite. Tout a été vendu comme s'il s'agissait de vieux objets sans valeur. »« Il a dit que tu étais d'accord, » murmura-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Je n'ai jamais été d'accord avec rien de tout cela, » répondis-je fermement. « Quand je suis revenue de voyage et que j'ai trouvé ma maison complètement vide, ton mari a ri de ma situation. Ri, Béatrice. Et quand j'ai dit que je ne voulais pas vivre avec vous, il m'a dit d'aller dans la rue. Le silence qui suivit fut lourd et inconfortable. » Béatrice regardait le sol, visiblement en train de réaliser les implications de ce que je venais de révéler. Je pouvais voir dans son expression qu'elle commençait à comprendre la gravité de la situation. « Qu'est-ce que tu veux de nous ?» demanda-t-elle finalement, sa voix presque un murmure. « Je veux que vous compreniez que les actions ont des conséquences, » répondis-je calmement. « Pendant des décennies, j'ai été celle qui cédait toujours, qui trouvait toujours un moyen de résoudre les problèmes de tout le monde, qui mettait les besoins de la famille avant les miens. Mais il y a une limite à tout. Alors vous allez nous expulser de notre maison ?» demanda Béatrice, et pour la première fois depuis que je la connaissais, je pus voir des larmes se former dans ses yeux. « Ce n'est pas votre maison, » ai-je corrigé doucement mais fermement. C'est ma maison, où je vous ai permis de vivre gratuitement pendant 15 ans. Et maintenant, je dois décider si je veux continuer à être aussi généreuse avec des gens qui m'ont montré si peu de respect. À ce moment-là, nous avons entendu le bruit d'une voiture qui freinait brusquement devant la maison.
suivi du claquement violent d'une portière. Béatrice et moi nous sommes regardés, sachant toutes les deux que Thierry était arrivé. « Ursule !» cria la voix de mon fils depuis l'extérieur. « Ouvre cette porte immédiatement !» Je suis restée assise, observant Béatrice, qui hésitait entre ouvrir la porte à son mari ou poursuivre notre conversation. « Tu peux le faire entrer, si tu veux. » Et je dis tranquillement. Après tout, je pense qu'il est temps d'avoir une conversation en famille. Béatrice se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. Thierry entra comme une tornade, le visage rouge de colère et de frustration. « Maman, qu'est-ce que tu crois faire, bon sang ?» cria-t-il en marchant droit vers moi. « J'exerce mes droits en tant que propriétaire de cette maison, » ai-je répondu calmement, restant assise. Chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. « Propriétaire » répéta-t-il, comme si le mot était absurde. « Tu ne peux pas simplement débarquer ici et nous expulser. Nous avons des droits. » « Quels droits » ai-je demandé, sincèrement curieuse. « Des droits basés sur quoi? Vous ne payez pas de loyer, vous n'avez pas de bail, vous n'avez pas contribué à l'achat de la propriété. Sur quoi basez-vous ces droits que vous prétendez avoir ?» Thierry regarda Béatrice comme s'il espérait qu'elle ait une réponse magique à ma question. « Nous vivons ici depuis 15 ans, s'exclama-t-il finalement. C'est notre foyer. Et pendant ces 15 ans, vous avez traité la véritable propriétaire comme une intruse gênante, ai-je répondu en me levant enfin de ma chaise. Aujourd'hui, quand j'ai essayé d'exprimer ma préférence de continuer à vivre dans ma propre maison, vous vous êtes moqué de moi. Littéralement ri à l'idée que je puisse avoir voix au chapitre dans les décisions concernant ma propre vie. C'est du chantage affectif, accusa Thierry en pointant son doigt vers moi. Non, ai-je corrigé calmement. Le chantage affectif, c'est ce que vous m'avez fait pendant des années. Toujours me faire culpabiliser quand je n'étais pas immédiatement d'accord avec vos plans. Toujours me rappeler que je devrais être reconnaissante d'avoir une famille qui s'inquiète pour moi. Ceci, c'est de la justice. Béatrice s'approcha de son mari et toucha doucement son bras. « Thierry, peut-être devrions-nous écouter ce que ta mère a à dire, » suggéra-t-elle, essayant visiblement d'apaiser la situation. « Ce qu'elle a à dire, » répéta-t-il d'un ton incrédule. « Elle nous fait du chantage avec la maison. Elle utilise notre logement comme une arme contre nous. J'utilise ma propriété pour enseigner une leçon dont vous avez clairement besoin, » ai-je répondu. La leçon que vous ne pouvez pas traiter les gens comme des objets jetables simplement parce que vous croyez avoir du pouvoir sur eux. Thierry commença à faire les 100 pas dans la cuisine, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de frustration. « D'accord, d'accord, » dit-il finalement. « Tu veux que je m'excuse? Je m'excuse. Je suis désolé d'avoir vendu tes meubles sans te prévenir. Je suis désolé d'avoir été grossier. Maintenant, tu peux arrêter cette folie? » J'ai observé mon fils pendant un long moment, voyant en lui non pas un homme de 42 ans qui avait appris une leçon importante, mais un enfant essayant de dire les bons mots pour éviter une punition. « Thierry, » ai-je dit doucement, « crois-tu vraiment qu'une excuse superficielle va résoudre des décennies de manque de respect? » « Des décennies ?» répéta-t-il en s'arrêtant de marcher. « De quoi parles-tu? Nous t'avons toujours bien traité. Vous m'avez traité comme une nounou pratique et une banque personnelle, » ai-je répondu avec une franchise qui m'a surprise. Chaque fois que vous aviez besoin d'argent, j'étais là. Chaque fois que vous aviez besoin de quelqu'un pour s'occuper de Noël, j'étais disponible. Chaque fois que vous vouliez partir en vacances, je gardais la maison. Mais quand il s'agissait de décisions importantes concernant ma propre vie, vous ne me consultiez jamais. La cuisine resta silencieuse, hormis le bruit de l'horloge murale qui égrenait les secondes. Je pouvais voir que Thierry et Béatrice assimilaient mes paroles, peut-être pour la première fois, considérant réellement ma perspective sur notre dynamique familiale. Finalement, j'ai décidé que j'avais dit tout ce que j'avais à dire pour le moment. « Je rentre chez moi maintenant », ai-je annoncé en prenant mon sac et les nouvelles clés. « Vous avez beaucoup à réfléchir, et moi aussi. »« Attends, » dit rapidement Béatrice, « où allons-nous dormir ce soir ?»
Je me suis arrêtée à la porte et me suis retournée pour les regarder. C'est quelque chose que vous devrez découvrir, ai-je répondu. Comme j'ai dû découvrir où je dormirais quand j'ai trouvé ma maison vide. J'ai quitté la maison de la rue des Acacias avec un sentiment de soulagement que je n'avais pas éprouvé depuis des années. L'air du soir semblait plus frais, mais pas plus léger, comme si j'avais laissé derrière moi non seulement une propriété, mais des décennies de poids émotionnel. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais été complètement honnête sur mes sentiments. Et cela me donnait une énergie renouvelée que je ne m'attendais pas à ressentir à 67 ans. En marchant vers l'arrêt de bus, j'ai réfléchi aux expressions sur les visages de Thierry et Béatrice quand je suis partie. Mon fils semblait véritablement choqué, comme s'il n'avait jamais envisagé que ses actions puissent avoir des conséquences réelles. Béatrice, en revanche, affichait un mélange de peur et de calcul qui m'a fait comprendre qu'elle saisissait mieux que son mari la gravité de leur situation. Le bus est arrivé à l'heure et j'ai choisi un siège près de la fenêtre. Pendant le trajet de retour, j'observais les rues familières et défilées et je pensais à quel point ma perspective avait changé en quelques heures seulement. Le matin, je me sentais une victime impuissante des circonstances. Maintenant, pour la première fois depuis des décennies, je me sentais maîtresse de ma propre vie. Quand je suis rentrée chez moi, la vue du salon vide m'a encore serré le cœur, mais sans cette sensation de désespoir absolu que j'avais éprouvée le matin. Les meubles avaient disparu, mais j'étais toujours là. Ma maison était encore la mienne, et maintenant j'avais une compréhension bien plus claire de ma propre valeur et de mes droits. Je suis allée dans la cuisine et j'ai préparé un thé simple, utilisant l'une des rares tasses qui restaient. Je me suis assise par terre dans le salon, adossée au mur, et je me suis permis de digérer tout ce qui s'était passé. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Mon fils avait essayé de me forcer à quitter ma propre maison, sans savoir qu'il vivait lui-même dans une propriété qui m'appartenait. Le téléphone a sonné vers 8 heures du soir. Je me suis levée du sol où j'étais restée plus d'1 heure à réfléchir et j'ai décroché. « Maman ?» C'était la voix de Thierry, mais elle sonnait différemment. Moins autoritaire, plus hésitante. « Oui, Thierry, » ai-je répondu calmement. « Nous devons parler, » a-t-il dit après une pause, « de toute la situation. »« Je suppose que oui, » ai-je acquiescé. « Où avez-vous passé la nuit ?» Il y eut un autre silence avant qu'il ne réponde. Nous sommes allés chez la mère de Béatrice, mais nous ne pouvons pas rester là indéfiniment. Bien sûr que non, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Madame Santos n'a que 2 chambres et vous êtes 3 personnes. Maman, je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être, a continué Thierry, sa voix portant une humilité que je n'avais pas entendue depuis des années. Mais nous devons trouver une solution à tout ça. Noël à l'école, Béatrice à son travail. J'ai mes engagements. Et j'ai ma vie aussi, ai-je répondu doucement. Chose que vous semblez avoir complètement oubliée quand vous avez décidé de vendre toutes mes affaires. À ce sujet, a-t-il dit rapidement, je peux essayer de récupérer certaines choses. Peut-être qu'il est encore temps d'annuler certaines ventes. L'offre m'a surprise, mais ne m'a pas émue comme il l'espérait probablement. Thierry, tu as vendu le lit de ta grand-mère. La table où ton arrière-grand-mère prenait son café tous les jours, les fauteuils que j'ai achetés quand j'ai pris ma retraite, en rêvant des années tranquilles que j'aurai devant moi. Tu crois vraiment que ces choses peuvent être simplement récupérées comme si rien ne s'était passé? Je n'ai pas réfléchi, a-t-il admis, et j'ai pu entendre ce qui ressemblait à des remords sincères dans sa voix. J'ai juste pensé que ce serait plus pratique, plus facile pour tout le monde. Plus facile pour vous, ai-je corrigé. À aucun moment vous n'avez considéré ce qui serait plus facile pour moi. Tu as raison, a-t-il dit, me surprenant à nouveau. J'ai raison? C'est comme ça que tu t'es senti quand tu es revenu du voyage? La question m'a prise au dépourvu. Durant toute notre conversation dans la maison de la rue des Acacias, Thierry était resté sur la défensive, argumentant et justifiant ses actions. Maintenant, pour la première fois, il semblait vraiment essayer de comprendre mon point de vue. Comment je me suis sentie, ai-je répété pensivement. Thierry, quand j'ai ouvert la porte de ma maison et que j'ai vu tout vide,
Pendant un moment, j'ai cru avoir été cambriolée. Puis j'ai pensé que j'étais entrée dans la mauvaise maison. Et quand tu m'as expliqué ce qui s'était passé, en riant comme si c'était une blague amusante, je me suis sentie comme si j'avais perdu non seulement mes meubles, mais mon identité. Le silence à l'autre bout du fil s'est prolongé si longtemps que j'ai cru que la communication avait été coupée. « Maman » a dit finalement Thierry. « Tu es toujours là. Je suis là » ai-je confirmé. « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça » a-t-il dit, sa voix presque un murmure. « Je pensais vraiment t'aider. »« Qui aidiez-vous, Thierry » ai-je demandé doucement, car vous ne m'aidiez certainement pas. Et si vous êtes honnête avec vous-même, vous admettrez que vous n'aidiez pas non plus votre famille. Vous créiez une situation intenable basée sur un mensonge. Quel mensonge? Le mensonge selon lequel je n'avais pas le choix, ai-je expliqué. Vous avez décidé ce qui serait le mieux pour moi sans me consulter, vous avez exécuté ce plan sans ma permission, et ensuite, vous avez attendu que je l'accepte, simplement parce que je n'avais pas d'alternative. Mais j'ai toujours eu des alternatives, Thierry. Vous ne vous êtes jamais donné la peine de découvrir lesquelles. J'ai entendu un profond soupir à l'autre bout du fil. « Que voulez-vous que je fasse maintenant » a-t-il demandé. La question m'a fait sourire, bien qu'il ne puisse pas le voir. C'était exactement le genre de question que Thierry posait toujours quand il se trouvait en difficulté. Que devait-il faire pour résoudre le problème le plus rapidement et le plus facilement possible? Mais cette fois, je n'avais pas de réponse simple à offrir. « Je ne sais pas, Thierry » ai-je répondu honnêtement. « C'est une situation que vous avez créée et pour la première fois de votre vie d'adulte, vous devrez trouver vos propres solutions. » « Mais la maison, » a-t-il commencé, et je pouvais entendre le désespoir revenir dans sa voix. « Nous n'avons nulle part où aller. Vous avez où aller ce soir ?» lui ai-je rappelé. « Demain, vous devrez trouver une solution pour demain, et le jour suivant, une solution pour le jour suivant, tout comme j'ai dû le faire quand j'ai trouvé ma maison vide. »« Maman, s'il te plaît, » a-t-il dit, et pour la première fois depuis des années, j'ai entendu mon fils adulte supplier comme un enfant. Je sais que j'ai fait une erreur, une grosse erreur, mais nous sommes une famille. Nous le sommes, ai-je acquiescé. Mais famille ne signifie pas qu'une personne peut faire ce qu'elle veut de la vie des autres sans conséquence. Famille signifie respect mutuel, considération pour les besoins de tous et responsabilité de ses propres actions. Alors, vous allez nous laisser à la rue? A-t-il demandé, sa voix chargée d'un mélange d'incrédulité et de peur. Je ne vais vous laisser nulle part, ai-je répondu calmement. Vous êtes des adultes capables de prendre vos propres décisions et de trouver vos propres solutions, tout comme j'ai dû l'être quand vous avez décidé pour moi. C'est cruel, a-t-il accusé, mais sans la colère qu'il avait montrée plus tôt. Non, ai-je corrigé. Cruel, c'était de rire de ma situation quand j'ai dit que je ne voulais pas habiter avec vous. Cruel, c'était de me dire de rester à la rue quand j'ai exprimé ma préférence. Ceci, c'est la justice, Thierry. Et la justice peut parfois sembler cruelle pour ceux qui sont habitués à ne pas faire face aux conséquences de leurs actes. La conversation a continué pendant encore quelques minutes, mais il est devenu clair que nous n'arriverions pas à une résolution ce soir-là. Thierry espérait encore que j'offre une solution magique qui permettrait que tout revienne à la normale sans qu'il ait vraiment à confronter ce qu'il avait fait. Et je n'étais plus disposée à être la personne qui résolvait toujours les problèmes de tout le monde. Après avoir raccroché le téléphone, je suis restée assise sur le sol de mon salon vide, réfléchissant à la conversation. Pour la première fois, j'avais entendu quelque chose qui pourrait être du remords sincère dans la voix de mon fils. Mais j'ai aussi réalisé qu'il ne comprenait pas n'était encore complètement l'ampleur de ce qu'il avait fait, ni n'était prêt à assumer l'entière responsabilité de ses actes. La nuit était silencieuse et je me sentais étrangement en paix, malgré toute la turbulence de la journée. Il y avait quelque chose de libérateur à finalement dire la vérité sur mes sentiments, à arrêter de prétendre que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Pendant des décennies, j'avais été la pacificatrice de la famille, la personne qui trouvait toujours un moyen d'apaiser les conflits et de garder tout le monde heureux. Mais cette dynamique m'avait coûté ma propre voix, ma propre autonomie. Je me suis levée du sol et j'ai marché jusqu'à la fenêtre du salon,
observant la rue silencieuse sous la lumière des réverbères. Ma maison pouvait être vide de meubles, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais pleine de possibilités. Je ne savais pas exactement ce que l'avenir me réservait, mais je savais que, finalement, ce serait un avenir que je choisirais par moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée sur le sol de mon salon avec une sensation de détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des décennies. Le soleil filtrait à travers les rideaux restants, créant des motifs de lumière sur le parquet que je connaissais si bien. Je me suis levée lentement, sentant la raideur dans mes muscles après une nuit passée sans matelas, mais mon esprit était plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je suis allée dans la cuisine préparer du café, utilisant la cafetière simple qui avait survécu à la vente des meubles, probablement parce qu'elle n'avait pas assez de valeur commerciale pour intéresser les acheteurs. Pendant que l'eau chauffait, j'ai réfléchi à la conversation téléphonique de la veille. Il y avait quelque chose de différent dans le ton de Thierry, une vulnérabilité que je n'avais pas entendue depuis son adolescence. Mais je voyais aussi qu'il ne comprenait pas encore complètement la profondeur de ce qu'il avait fait. Le téléphone sonna à 8 heures du matin, interrompant mes pensées. Je répondis en m'attendant à entendre à nouveau la voix de mon fils, mais c'était Béatrice qui parlait. « Madame Ursule, dit-elle, sa voix sonnant fatiguée et tendue. « Il faut qu'on parle. »« Bonjour, Béatrice, » répondis-je calmement. « Comment s'est passée votre nuit ?»« Mal, » animit-elle sans détour. « L'appartement de ma mère est petit et Noël a à peine pu dormir sur le canapé du salon. Ça ne peut pas continuer comme ça. » J'imagine bien, acquiesçai-je en prenant une gorgée de mon café. « Et que comptez-vous faire ?» Il y eut une pause avant qu'elle ne réponde. « Je voulais m'excuser, » dit-elle finalement, me surprenant. « Pour ce qui s'est passé, pour la façon dont nous avons géré la situation, Thierry est trop fier pour l'admettre, mais je sais que nous avons fait une erreur. » La sincérité dans sa voix m'a touchée d'une manière inattendue. Pendant toutes ces années où j'avais connu Béatrice, elle avait toujours été calculatrice, pesant toujours ses mots pour en tirer le maximum d'avantages. Mais maintenant, pour la première fois, elle semblait sincèrement repentante. « Merci de dire cela, » répondis-je. « Ça compte beaucoup pour moi d'entendre des excuses sincères. »« Madame Ursule, » poursuivit-elle, « je sais que vous avez tout à fait le droit d'être furieuse contre nous. Ce que nous avons fait était terrible, et je comprends si vous ne voulez pas nous pardonner. Mais j'ai une proposition. » « Je vous écoute, » dis-je curieuse malgré tout. « Et si nous payions un loyer ?» demanda-t-elle rapidement. « Un prix juste du marché. Vous resteriez propriétaire, mais nous paierions pour y vivre, comme n'importe quel locataire normal. Cela résoudrait le problème de votre logement et me donnerait un revenu régulier. » La proposition m'a prise au dépourvu. C'était pratique, sensé, et pour la première fois, quelqu'un reconnaissait que j'avais des droits sur ma propre propriété. Mais je savais aussi que ce ne serait pas si simple. « C'est une proposition intéressante, » admis-je, mais il y a des questions à considérer. Avez-vous les moyens financiers de payer un loyer du marché? Et qu'en est-il de la question de la confiance après tout ce qui s'était passé? Pour l'argent, dit Béatrice avec hésitation, nous devrions nous réorganiser financièrement, peut-être réduire certaines dépenses, repenser nos priorités. Quant à la confiance, je sais qu'il faudra du temps pour la reconstruire. J'entendis un bruit de fond et je compris que quelqu'un s'était approché d'elle. « Maman !» dit Béatrice, couvrant partiellement le téléphone. Je pus entendre des voix étouffées, une discussion rapide que je ne pus déchiffrer complètement. « Madame Ursule ?» reprit Béatrice au téléphone. « Thierry veut vous parler. »« Maman !» dit la voix familière de mon fils, semblant plus contrôlée que la veille au soir, mais toujours chargée de tension. Béatrice m'a parlé de la proposition de location. Je pense que ça pourrait marcher. « Thierry, » dis-je calmement, « tu as passé ta vie à me dire ce que je devais faire, où je devais vivre, comment je devais vivre. Maintenant, tu es dans une situation difficile et tu veux négocier. Tu comprends pourquoi cela me met mal à l'aise. »« Je comprends, » admit-il après une pause. « Et je sais que j'ai beaucoup de choses pour lesquelles je dois m'excuser.
Mais maman, nous sommes une famille, ça doit compter pour quelque chose. Ça compte, acquiesçai-je. Mais la famille signifie aussi la responsabilité. Cela signifie assumer les conséquences de ses actes. Cela signifie respecter les droits et les sentiments des uns et des autres. Je sais, dit-il, sa voix devenant plus basse, et je veux essayer de réparer les choses, mais nous avons besoin d'une solution pratique pour maintenant. La solution pratique, répondis-je, c'est que vous trouviez un endroit où vivre comme le ferait n'importe quelle famille normale. Louer un appartement, acheter une maison, faire ce que des millions de gens font tous les jours. Mais l'argent que nous avons mis de côté ne suffit pas pour verser un acompte sur une maison, expliqua Thierry. Et les loyers sont très chers. Avec ce que nous avons dépensé pour rénover la maison où nous vivions, votre maison, il ne reste pas grand-chose. L'ironie de la situation ne m'échappa pas. Ils avaient dépensé de l'argent pour rénover ma propriété, pensant qu'elle leur appartenait, et maintenant ils découvraient qu'ils n'avaient pas les ressources pour trouver leur propre logement. Thierry, dis-je doucement, commences-tu à comprendre comment je me suis senti quand je suis rentré chez moi et que j'ai découvert que vous aviez pris toutes les décisions concernant ma vie sans me consulter? Il y eut un long silence avant qu'il ne réponde. Oui, admit-il finalement, je commence à comprendre. Alors tu comprends pourquoi je ne peux pas simplement résoudre ce problème pour vous, poursuivis-je. Vous devez apprendre à faire face aux conséquences de vos choix, tout comme j'ai dû apprendre à faire face aux conséquences des choix que vous avez faits pour moi. Mais Noël, dit-il, et je pus entendre le désespoir revenir dans sa voix. Il n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est qu'un enfant. Noël est un adolescent de 15 ans, ai-je corrigé. Et il a été la seule personne qui a montré une réelle inquiétude pour moi pendant toute cette situation. Il ne sera pas lésé d'apprendre que les actions ont des conséquences. J'ai entendu des voix en arrière-plan, puis Béatrice est revenue au téléphone. Madame Ursule, a-t-elle dit, et si nous rendions tout, tous les meubles que nous pouvons récupérer, plus une indemnisation pour ce que nous ne pourrons pas retrouver? Béatrice, ai-je répondu patiemment, vous avez vendu le lit où ma mère est morte, la table où mon père prenait son café tous les matins avant d'aller travailler, les fauteuils que j'ai achetés quand j'ai pris ma retraite en rêvant aux années paisibles que j'aurai. Ces choses ne peuvent pas être simplement remplacées par d'autres identiques. Je sais, a-t-elle dit, sa voix presque un murmure. Mais nous voulons essayer de réparer ce que nous avons fait. Ce que vous avez fait ne peut pas être réparé, ai-je expliqué doucement. Cela peut être pardonné, éventuellement. Cela peut être surmonté, mais cela ne peut pas être défait. Et tant que vous n'accepterez pas cela complètement, nous ne pourrons pas avoir une conversation productive sur l'avenir. L'appel a continué pendant quelques minutes encore, mais il était clair que nous n'étions pas encore prêts pour une résolution. Thierry et Béatrice espéraient toujours que je propose une solution qui les épargnerait des véritables conséquences de leurs actes, et je n'étais plus disposé à le faire. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma cuisine vide, réfléchissant à la conversation. Pour la première fois, j'avais entendu des excuses sincères, une reconnaissance de l'erreur, des tentatives de réparation, mais je percevais aussi qu'ils ne comprenaient pas encore totalement que certaines actions ne peuvent pas être simplement effacées avec de la bonne volonté et des intentions correctes. Vers midi, j'ai entendu la sonnette. Je suis allé à la porte et, à travers la fenêtre, j'ai vu une silhouette familière, Noël, mon petit-fils, debout sur le perron avec un sac à dos et une expression déterminée sur le visage. J'ai ouvert la porte et il m'a salué avec une étreinte serrée qui m'a fait réaliser combien il m'avait manqué pendant toute cette tourmente. « Mamie », a-t-il dit, s'écartant pour me regarder dans les yeux, « je suis venu m'excuser pour ce que mes parents ont fait et je suis venu demander si je peux vivre avec vous. » Cette déclaration m'a complètement surprise. « Noël, mon chéri, tes parents savent que tu es ici ?»« Non », a-t-il admis. « Ils se disputent depuis des heures chez grande-mère Béatrice sur ce qu'il faut faire. » Je n'en pouvais plus d'écouter.
Mamie, je savais que ce qu'il faisait était mal, mais je ne savais pas comment l'empêcher. Tu n'avais rien à empêcher, l'ai-je rassuré. Tu es un enfant. Ce n'est pas ta responsabilité de contrôler les actions des adultes. Mais j'aurais pu vous prévenir, a-t-il insisté. Quand je les ai vus vendre vos affaires, j'aurais pu appeler, envoyer un message, quelque chose. Noël, ai-je dit en le guidant à l'intérieur. Tu n'as trahi personne. Tu étais dans une position impossible, partagée entre la loyauté envers tes parents et ce que tu savais être juste. Ce n'est pas ta faute. Nous nous sommes assis par terre dans le salon, adossés au mur exactement comme je l'avais fait la veille. Noël a regardé autour de lui, remarquant l'absence totale de meubles. C'est étrange ici sans rien, a-t-il commenté. Mais d'une certaine façon, ça ne semble pas vide. Ça semble nouveau. Son observation m'a profondément touché. À 15 ans, mon petit-fils avait saisi quelque chose que les adultes de la famille ne pouvaient pas comprendre, que parfois, tout perdre peut être le début de quelque chose de nouveau, pas seulement la fin de quelque chose d'ancien. C'est exactement comme ça que je me sens, ai-je approuvé. Effrayée, mais aussi pleine de possibilités. Nous avons passé l'après-midi à discuter, lui me parlant de l'école, de ses amis, de ses projets d'avenir, et moi partageant des histoires de ma jeunesse que je n'avais jamais eu le temps de raconter avant. C'était la conversation la plus longue et la plus profonde que nous avions eue depuis des années, et cela m'a fait réaliser combien j'avais perdu en me concentrant toujours sur la résolution des problèmes de tout le monde, au lieu d'être simplement présente. Quand le soleil a commencé à se coucher, Noël m'a aidé à préparer un dîner simple avec le peu d'ingrédients qu'il y avait dans le réfrigérateur. Nous avons mangé assis par terre, utilisant des assiettes en papier, et nous avons ri comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. « Mamie, a-t-il dit, finalement, je sais que vous êtes en colère contre mes parents, et ils le méritent, mais ils sont vraiment désolés. Je n'avais jamais vu mon père pleurer avant, mais ce matin je l'ai vu. » Cette révélation m'a surprise. Thierry avait toujours été trop fier pour montrer sa vulnérabilité, même enfant. « Noël, ai-je dit avec précaution, le regret est important, mais ce n'est pas suffisant. Tes actions ont des conséquences, et parfois ces conséquences ne peuvent pas être évitées simplement parce que nous sommes désolés. »« Je comprends, a-t-il dit, mais vous leur pardonnerez un jour. » La question m'a fait réfléchir. Probablement, ai-je admis. Mais le pardon ne signifie pas que les choses redeviendront comme avant. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits à l'identique. Quand la nuit est tombée, Noël a appelé ses parents pour leur dire où il était. La conversation fut tendue, mais il maintint sa position. Il voulait passer la nuit chez moi et rentrerait le lendemain. Cette nuit-là, pendant que mon petit-fils dormait dans la chambre d'amis sous des couvertures trouvées dans l'armoire, je me suis allongée à nouveau sur le sol du salon et j'ai regardé le plafond. Pour la première fois, depuis le début de toute cette situation, je ne me sentais plus seule. Non pas parce que j'avais de la compagnie physique, mais parce que j'avais enfin trouvé ma propre voie et ma propre force. L'avenir était encore incertain, mais il n'était plus effrayant. Il était rempli de possibilités que je choisirais moi-même, de décisions que je prendrais moi-même, de chemins que je définirais moi-même. À 67 ans, j'apprenais enfin à vivre pour moi-même, et je découvrais qu'il n'était jamais trop tard pour recommencer. 2 ans plus tard, j'étais dans mon nouveau fauteuil bleu, une réplique presque parfaite de celui que Thierry avait vendu, en train de lire un livre sur le jardinage quand j'ai entendu la sonnette. À travers la fenêtre, je pouvais voir mon petit-fils Noël sur le perron, maintenant âgé de 17 ans et visiblement plus grand que lors de cette nuit mémorable passée avec moi sur le sol du salon vide. « Grand-mère Ursule », dit-il quand j'ai ouvert la porte, me saluant avec l'étreinte chaleureuse qui était devenue notre rituel hebdomadaire. J'ai apporté les photos que tu voulais voir. Noël s'était passionné pour la photographie au cours des 2 dernières années et j'étais devenue son modèle favori et sa plus grande supportrice. Nous nous sommes assis dans le salon, désormais remeublé avec des pièces que j'avais soigneusement choisies moi-même, chacune portant une nouvelle histoire,
histoire plutôt que de simples souvenirs du passé. Celle-ci est parfaite, ai-je commenté, observant une photo en noir et blanc où j'arrosais les plantes de mon jardin. Tu as vraiment un talent pour capturer les moments spéciaux. J'ai appris de vous, répondit Noël avec un sourire. Vous dites toujours que chaque moment a sa propre beauté, il faut juste savoir comment regarder. La sagesse de ce jeune homme me surprenait encore. Ces 2 dernières années, notre relation s'était approfondie d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Il venait me voir chaque semaine, non par obligation familiale, mais par choix sincère. Nous parlions de tout, ses projets pour l'université, ses doutes sur l'avenir, mes expériences de vie et les leçons que j'avais apprises. « Comment vont tes parents ?» ai-je demandé, comme je le faisais toujours lors de nos visites. « Mieux », répondit-il pensivement. « Beaucoup mieux, en fait. Papa a commencé une thérapie quelques mois après tout cet épisode, et ça l'a beaucoup aidé à comprendre certaines choses sur lui-même. Thierry avait mis presque 6 mois à accepter pleinement les conséquences de ses actes. Pendant cette période, lui, Béatrice et Noël avaient donc vécu dans un petit appartement loué, loin du quartier où ils avaient passé 15 ans. Ce déménagement forcé les avait obligés à réévaluer leurs priorités, à réduire les dépenses superflues et surtout à apprendre à vivre selon leurs moyens financiers. « Et ta mère, comment s'adapte-t-elle à son nouveau travail ?» ai-je continué. « Maman adore être superviseur », répondit Noël avec fierté. Elle dit qu'elle n'aurait jamais imaginé aimer autant avoir plus de responsabilités, mais il semble qu'elle ait découvert une vocation pour diriger des gens. Béatrice avait été promue dans le cabinet comptable après avoir fait preuve d'initiative et d'un dévouement exceptionnel pendant la période difficile que traversait la famille. La nécessité d'augmenter les revenus familiaux l'avait motivée à se démarquer professionnellement d'une manière qu'elle n'avait jamais tentée auparavant. « Grand-mère, » dit Noël hésitant, « puis-je vous poser une question qui m'a toujours intrigué ?»« Bien sûr, mon chéri, » ai-je répondu, posant les photographies sur la table basse. « N'avez-vous jamais eu envie d'abandonner? De simplement tout pardonner et laisser les choses revenir à la normale? Ça a dû être très difficile de maintenir votre position quand tout le monde souffrait. » La question m'a fait réfléchir à ces premiers mois après la confrontation. Il avait été tentant, particulièrement pendant les nuits solitaires, d'envisager de céder et de tout résoudre de la manière la plus simple. Mais chaque fois que j'y pensais, je me rappelais le rire cruel de Thierry quand il avait dit que je pouvais rester dans la rue. « Noël !» ai-je répondu avec précaution. « Il y a eu des moments où j'ai pensé à abandonner, oui, mais j'ai alors réalisé que je ne me battais pas seulement pour moi. Je me battais pour le droit de toutes les personnes âgées d'être traitées avec respect et dignité. Je me battais pour que tu grandisses en voyant que les actions ont des conséquences, même quand elles sont commises par des gens que nous aimons. Et ça a marché, dit-il avec un sourire. Papa est une personne complètement différente maintenant. Il me demande mon avis sur les choses, s'excuse quand il fait des erreurs, traite maman comme une véritable partenaire, au lieu de simplement acquiescer à tout ce qu'elle dit. La transformation de Thierry avait été progressive, mais profonde. La thérapie l'avait aidé à comprendre que son comportement contrôlant était né d'une anxiété profonde concernant son incapacité à protéger les personnes qu'il aimait. Apprendre à distinguer entre protection authentique et contrôle manipulateur avait été un processus douloureux mais nécessaire. « Mamie, » continua Noël, « ils veulent venir dîner ici dimanche prochain. Papa dit qu'il a quelque chose d'important à vous dire. Ces 6 derniers mois, Thierry et Béatrice avaient recommencé à me rendre visite régulièrement, d'abord accompagnés de Noël, puis progressivement en reconstruisant la confiance nécessaire pour des conversations en tête-à-tête. Les visites étaient différentes des anciennes, plus respectueuses, plus égalitaires, basées sur un intérêt authentique pour mon bien-être plutôt que sur une obligation familiale. Bien sûr, ai-je accepté. Ce sera un plaisir de les recevoir. Ça fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour toute la famille. Vous savez ce que papa veut dire? Demanda Noël avec curiosité. J'ai un soupçon, ai-je admis, mais je préfère attendre et l'entendre directement de lui.
En réalité, je savais exactement ce que Thierry voulait discuter. Béatrice m'avait appelé la semaine précédente pour sonder ma disposition à considérer une proposition qu'ils élaboraient depuis des mois. Ils voulaient enfin acheter leur propre maison, mais avaient besoin d'aide pour l'apport initial. Pas un prêt ou une faveur, mais un véritable partenariat commercial avec des contrats, des intérêts et des garanties appropriées. « Mamie, » dit Noël interrompant mes pensées, « je peux dire quelque chose qui pourrait sembler un peu étrange. » « Tu peux tout me dire, l'ai-je rassuré. Je pense que ce jour terrible, quand vous êtes arrivé et avez trouvé la maison vide, a été l'une des meilleures choses qui soient arrivées à notre famille, dit-il, me regardant droit dans les yeux. Pas parce que c'était bien que vous souffriez, mais parce que c'était le moment où nous avons tous arrêté de faire semblant que tout allait bien. Son observation m'a profondément touché. À 17 ans, Noël possédait une maturité émotionnelle que beaucoup d'adultes mettent des décennies à développer. Tu as raison, ai-je approuvé. Parfois, les situations les plus difficiles sont celles qui nous apprennent le plus sur nous-mêmes et sur ce qui compte vraiment. Et vous? Êtes-vous heureuse de la vie que vous avez construite après tout cela? J'ai regardé autour de mon salon, meublé de pièces que j'avais moi-même choisies, décoré de photographies de moments véritablement heureux des 2 dernières années, organisés exactement comme je me sentais à l'aise. Puis j'ai regardé mon petit-fils, qui était devenu non seulement mon parent, mais aussi mon véritable ami. Je suis plus heureuse que je n'aurais imaginé possible à 69 ans, ai-je répondu honnêtement. J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à vivre pour soi-même, pour découvrir qui nous sommes vraiment quand nous arrêtons d'essayer de plaire à tout le monde. Noël est resté avec moi jusqu'à la fin de l'après-midi, comme il le faisait toujours. Il m'a aidé à arroser les plantes du jardin, à organiser quelques photos dans de nouveaux albums, et m'a parlé de ses projets pour le baccalauréat l'année suivante. Quand il s'est préparé à partir, il m'a embrassée avec l'affection sincère qui était devenue la base de notre relation renouvelée. « À dimanche, mamie, » dit-il. Et merci d'avoir été assez courageuse pour ne pas renoncer à vous-même. Après son départ, je suis restée assise dans mon fauteuil bleu, observant le coucher de soleil à travers la fenêtre, la maison de la rue des Acacias restait ma propriété, mais elle était maintenant louée à une jeune famille qui la traitait avec le respect qu'elle méritait. Le revenu de la location me procurait une sécurité financière supplémentaire et la tranquillité d'esprit de savoir que mon indépendance était garantie. Thierry et Béatrice avaient appris à vivre selon leurs moyens, à prendre des décisions communes sur les questions importantes et à traiter les relations familiales comme des partenariats basés sur le respect mutuel, plutôt que sur des hiérarchies rigides. Le processus avait été douloureux pour tous, mais le résultat était une dynamique familiale beaucoup plus saine et honnête. Quant à moi, j'avais découvert que la vie à 69 ans pouvait être étonnamment riche en possibilités. J'étais retournée aux études, m'inscrivant à des cours de littérature et d'histoire à l'université locale. J'avais fait de nouveaux amis, des gens qui me connaissaient comme Ursule, pas seulement comme la mère ou la grand-mère de quelqu'un. J'avais voyagé seule plusieurs fois, revenant toujours chez moi avec de nouvelles histoires et des perspectives renouvelées. L'épisode qui avait commencé par la découverte de ma maison vide s'était transformé en catalyseur pour des changements dont je ne savais même pas que j'avais besoin. J'ai appris que défendre nos droits et notre dignité n'est pas de l'égoïsme, mais un acte d'amour-propre nécessaire. J'ai appris qu'il est possible de pardonner sans oublier, de reconstruire des relations sans retomber dans les anciens schémas et de recommencer à tout âge. Je me suis levée du fauteuil et me suis dirigée vers la cuisine pour préparer mon dîner. Dans le réfrigérateur, il y avait les ingrédients pour un repas simple mais savoureux, choisi par moi, préparé à mon rythme, consommé selon mon envie. C'était une petite liberté, mais qui symbolisait toutes les libertés plus importantes que j'avais reconquises. Pendant que je cuisinais, j'ai pensé au dîner du dimanche qui approchait. Thierry présenterait certainement sa proposition avec la nervosité de quelqu'un qui avait appris à ne rien tenir pour acquis. Béatrice démontrerait le respect authentique qu'elle avait développé pour mon autonomie.
Et Noël serait là comme un pont entre les générations, nous rappelant à tous que l'amour véritable se manifeste à travers le respect, non le contrôle. À 69 ans, j'avais enfin appris qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la protagoniste de sa propre vie. Et cette leçon, aussi douloureuse qu'elle ait été à apprendre, avait transformé non seulement mon existence, mais celle de toute ma famille. Parfois, les meilleures histoires commencent quand nous pensons que tout est fini.